Voici une vidéo d'un spectacle cosmique épatant qui a eu lieu en 2012. Vous voyez ce rond noir qui traverse le disque du Soleil de gauche à droite? C'est la planète Vénus. Du point de vue d'un observateur sur la Terre, c'est une assez belle preuve de l'existence d'une planète. Mais de quoi aurait l'air cette danse cosmique, du point de vue d'un extraterrestre sur une planète lointaine? Peut-on justement observer des planètes à l'extérieur de notre système solaire passer devant leur étoile? C'est ce qu'on va découvrir ensemble lors de cette exobouchée. Salut, moi c'est Nathalie. Moi c'est Erika. Et on est astrophysicienne à l'Institut de recherche sur les exoplanètes ou l'IREX. L'IREX est un regroupement de plusieurs douzaines de chercheurs au Québec qui partagent tous la même obsession, découvrir des exoplanètes. Et aujourd'hui, comme exobouchée, et grâce à plusieurs de nos collègues, on va découvrir la manière la plus efficace pour trouver ces nouveaux mondes, une technique qu'on appelle la méthode du transit. Mais avant de se lancer dans l'explication de cette technique, ma collègue Erika va nous faire un petit rappel de ce que c'est une exoplanète. Merci Nathalie. Comme vous le savez probablement, dans notre système solaire, il y a 8 planètes et plusieurs planètes naines qui orbitent le Soleil. Mais depuis quelques décennies maintenant, les scientifiques ont découvert des planètes à l'extérieur de notre système solaire qui orbitent d'autres étoiles que le Soleil. C'est ce qu'on appelle une exoplanète. Pour en savoir plus, vous pouvez visionner notre première exobouchée qui s'appelle Les yeux d'exoplanète. On a mis le lien dans la description. Erika l'a mentionné, ça fait seulement quelques décennies que les astronomes peuvent détecter les exoplanètes. Mais ça fait plusieurs siècles qu'on se doute que les autres étoiles pourraient avoir leur propre système planétaire. Alors, pourquoi est-ce que ça nous a pris si longtemps pour enfin en détecter dans les années 90? Regardez ce système avec une étoile et une planète. Malheureusement, pas à l'échelle, sinon ça ne rentrerait pas dans votre écran. Une étoile similaire au Soleil est plus d'1 million de fois plus grosse qu'une planète comme la Terre par volume. Ça veut dire qu'on pourrait rentrer 1 million de Terres dans le Soleil environ. Quand on parle de brillance ou de luminosité, c'est encore pire. Une étoile est typiquement d'1 million à 1 milliard de fois plus brillante qu'une planète qui l'orbite. C'est donc très difficile de détecter une planète directement. Les astronomes recourent à des méthodes très futées qu'on dit indirectes. Plutôt que de détecter directement la planète, on détecte l'effet qu'elle a sur son étoile. Une des méthodes indirectes qu'on peut utiliser, c'est la méthode des vitesses radiales, dont on a discuté lors d'une exobouchée précédente. Celle-ci consiste à percevoir le mouvement ou la danse d'une étoile causée par la présence d'une planète. Mais la méthode de détection qui a de loin permis de détecter le plus grand nombre d'exoplanètes est une autre méthode indirecte, celle du transit. Un transit, ça a lieu lorsqu'une planète passe devant le disque de son étoile, comme vous l'avez vu avec Vénus et le Soleil au début de la vidéo. Mais pour une exoplanète, on ne peut malheureusement pas voir un point noir qui traverse l'étoile. Ces systèmes sont beaucoup trop loin pour avoir une telle résolution. Ce que les astronomes perçoivent plutôt, c'est que la brillance de l'étoile baisse, comme un genre de clin d'œil cosmique. Et selon l'importance de cette baisse et de la durée de l'événement du transit, on peut en dire long sur la taille de l'exoplanète et sa distance de son étoile. En plus, si on continue de fixer l'étoile assez longtemps, on verra peut-être plusieurs transits à une fréquence régulière. Cette fréquence nous informe sur le temps que ça prend à l'exoplanète pour compléter une orbite autour de son étoile. On pourrait aussi appeler ça la durée d'une année sur ce monde extraterrestre. Même si c'est indirect, c'est drôlement informatif, la méthode du transit. On peut trouver toutes sortes d'exoplanètes en utilisant cette méthode. Des petits mondes rocheux, des géantes gazeuses. Mais c'est sûr que c'est plus facile de détecter des mondes plus gros qui sont très proches de leur étoile, puisqu'ils bloquent plus de lumière lors d'un transit et passent plus souvent devant l'étoile. Il faut aussi avoir un peu de chance. Du point de vue de la Terre, il faut regarder des systèmes du bon angle afin de voir l'exoplanète passer devant son étoile. Si, par malchance, le système est orienté tel qu'on le regarde du haut, on ne verra pas le transit. Plusieurs télescopes ont été développés spécifiquement pour détecter le plus d'exoplanètes possible en utilisant la méthode du transit. Et plusieurs chercheurs à l'IREX utilisent fréquemment leur observation. Un de ces chercheurs, c'est Charles Cadieux, un astronome et doctorant à l'Université de Montréal. Depuis les années environ 2010, il y a eu le lancement du satellite Kepler par la NASA. Et ça a vraiment révolutionné en fait, le domaine de la recherche d'exoplanètes. Donc, comment Kepler fonctionne? Kepler observe une seule partie du ciel, donc une région de la constellation du Cygne, observe 150 000 étoiles. À tous les 30 minutes, va récolter la lumière de ces étoiles.
Et du fait qu'on est dans l'espace, donc on peut vraiment suivre ces étoiles en continu et détecter ces transits. Et plus tard, en 2018, en fait, il y a eu le lancement du satellite TESS, et qui lui est un peu différent de Kepler. TESS observe tout le ciel, donc à tous les 30 jours, va observer une partie du ciel en continu pour vraiment détecter les exoplanètes en transit dans le voisinage solaire, donc les exoplanètes qui sont le plus proches, le plus près de la Terre. La grande majorité des exoplanètes découvertes aujourd'hui ont été découvertes par la méthode du transit avec le télescope Kepler. Et aujourd'hui, on a environ 5000 candidats exoplanètes qui ont été identifiés par le satellite TESS, mais on est encore en train de travailler pour vraiment confirmer, donc ça prend des observations de suivi pour vraiment confirmer si ces signaux de transit sont bel et bien produits par des exoplanètes. En tant que chercheur, j'identifie dans le relevé TESS les candidats exoplanètes les plus intéressantes pour des observations de suivi. Par exemple, à l'Observatoire du Mont Mégantic, on a observé le transit de certaines de ces candidates pour vraiment avoir une meilleure idée de leur rayon, une meilleure idée de leur période orbitale, et aussi confirmer que ces signaux identifiés par TESS sont bel et bien produits par des exoplanètes. En mars 2022, on a franchi le seuil de 5000 exoplanètes découvertes. Et cette course fulgurante montre aucun signe de ralentissement. Dans notre galaxie seulement, la Voie lactée, il y aurait des centaines de milliards d'exoplanètes. Mais une fois qu'on détecte une exoplanète particulièrement intrigante, comment l'étudier en plus de détails? Toujours à l'IREX, des chercheurs comme Olivia Lim, étudiante au doctorat à l'Université de Montréal, se penchent sur cette question. Quand on a trouvé une cible particulièrement intéressante, on peut aller continuer à l'observer avec des télescopes au ciel ou sur le sol. Par exemple, avec des télescopes au sol, on peut utiliser des instruments comme des spectrographes pour aller mesurer la vitesse radiale des étoiles hôtes d'exoplanètes. La vitesse radiale va nous permettre de mesurer la masse d'une exoplanète par rapport à son étoile, comme on l'a vu dans l'exo-bouchée qui s'intitule « Les étoiles qui dansent ». On peut aussi utiliser des télescopes qui sont dans l'espace, par exemple avec le télescope spatial James Webb, pour aller étudier l'atmosphère des exoplanètes. On sait déjà que quand une exoplanète transite son étoile, on voit une baisse de luminosité. Et cette baisse de luminosité-là, elle nous permet de mesurer la taille de l'exoplanète par rapport à son étoile. Maintenant, si on imagine qu'on a une exoplanète avec une atmosphère et qu'elle transite son étoile, l'atmosphère va aussi contribuer à cacher une partie de la lumière de l'étoile parce que l'atmosphère n'est pas complètement transparente. Et de plus, l'atmosphère peut être plus ou moins opaque selon la longueur d'onde. Si on a une exoplanète avec une atmosphère qui transite son étoile, l'exoplanète va nous paraître plus ou moins grosse selon la longueur d'onde. Donc si on observe un transit d'une exoplanète avec une atmosphère à l'aide d'un spectrographe, on peut aller mesurer la taille de la planète en fonction de la longueur d'onde. Et ça nous donne un spectre de transit ou un spectre d'atmosphère de la planète, si vous préférez. Et ce spectre-là contient les empreintes des différentes molécules qui sont présentes dans l'atmosphère de l'exoplanète. C'est ce qu'on appelle la spectroscopie de transit. Justement, l'instrument canadien NIRISS, à bord du télescope spatial James Webb, va faire exactement ça, la spectroscopie de transit sur des exoplanètes. Par exemple, on a un programme pour aller observer les planètes du système TRAPPIST-1 avec l'instrument NIRISS dans le but d'étudier leurs atmosphères. On comprend donc que la méthode du transit est un outil très puissant pour trouver des exoplanètes, mais que son plein potentiel est décuplé lorsque cette méthode est combinée avec d'autres techniques. Peut-être qu'un jour, on aura les instruments nécessaires pour voir un transit d'exoplanètes aussi bien qu'on peut voir celui de Vénus, comme si c'était un petit clin d'œil. Mais entre-temps, les astronomes travaillent très fort pour retirer autant d'informations que possible de nos observations de ces petites vases cosmiques. C'est tout pour aujourd'hui. On se rejoint lors de notre prochaine collation cérébrale.